Quelques semaines après Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, les Israéliens ressortent leur plus beau drapeau, le cœur en fête. Ils célèbrent la réunification de Jérusalem. Yom Yerushalayim, c'est donc aujourd'hui, on l'a dit, le 54e anniversaire des retrouvailles entre Jérusalem et le peuple juif. Et pour en parler, nous accueillons Ariel Danan, docteur en histoire, directeur adjoint de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Bonjour Ariel. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce jour de fête et nous vous savons passionnés de l'histoire du sionisme, de l'histoire de l'État d'Israël. Alors c'est l'occasion de revenir sur l'histoire justement de la réunification de la capitale israélienne. Nous sommes le 7 juin 1967 alors que Tsahal combat sur la ligne sud avec l'Égypte. Les forces israéliennes doivent aussi se battre contre l'armée jordanienne qui commence à bombarder Jérusalem. Que peut-on retenir d'incroyable et de presque miraculeux de ces événements ? Eh bien justement, il en a un vrai miracle, ce combat à Jérusalem, parce que les forces israéliennes étaient avant tout préoccupées par ce qu'il se passait face aux armées égyptiennes et syriennes qui les menaçaient de manière extrêmement critique. Mais c'est à Jérusalem que le miracle va se produire, alors avec des combats extrêmement durs. On en a gardé cette immense fierté, cette immense joie, mais 180 soldats vont mourir pour reconquérir la vieille ville de Jérusalem. Un quart des pertes israéliennes pendant la guerre des 6 jours, et ce grand miracle qui se conclut par l'arrivée devant le Kotel avec Motagour, le commandant de l'armée israélienne de Tsahal à ce moment-là, qui dit « Le mont du temple est entre nos mains, Arabayit beyadenu », avec le grand rabbin Goren qui sonne du chauffard devant le Kotel. Donc un moment d'une immense émotion et qui boucle la boucle, parce qu'en 1948, lorsque l'armée israélienne, la Haganah puis Tsahal, avait réussi à repousser les armées arabes, eh bien, elles avaient perdu la vieille ville de Jérusalem. Ça avait été des combats extrêmement meurtriers, dramatiques, le départ de ces communautés juives de Jérusalem qui avaient été obligées de fuir puisque Jérusalem était aux mains des Jordaniens. Pendant 20 ans, la vieille ville, le Kotel, n'était plus accessible pour les Israéliens. Et donc, en 1967, finalement, cela a été l'aboutissement, finalement, la réparation de la seule défaite israélienne en 1948 lors de la création de l'État. Alors il y a par ailleurs quelque chose aujourd'hui qui interroge, c'est le fait que malgré qu'Israël ait libéré ce lieu des griffes jordaniennes, la Jordanie est toujours administrative des lieux saints de la capitale, hein, c'est le fameux Waqf qui s'en occupe, et je crois qu'il y a de nombreux soucis quand même avec cette administration jordanienne, on le voit encore dans l'actualité ce matin, les Juifs ne peuvent pas accéder au mont du Temple pour Yom Yerushalayim. Pourquoi, pour quelles raisons, quels ont été les termes en fait de désaccord avec la Jordanie ? Alors, c'est extrêmement compliqué, mais finalement, il avait fallu accepter en 1967 que le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, garde finalement un lien avec la Jordanie en tant que pouvoir religieux finalement. Et on est dans une situation extrêmement compliquée sur le plan géopolitique. Le mont du Temple est entre les mains, appartient à l'État d'Israël, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malgré tout, nous sommes obligés de faire avec une situation explosive et qu'il a été à de multiples reprises, même avant la création de l'État d'Israël, en 1929, en 1936, les émeutes débutent toujours à Jérusalem. Les extrémistes palestiniens qui veulent envenimer une situation le font toujours en se référant au mont du Temple à Jérusalem. Donc c'est une situation qui est toujours dramatique. On se rappelle de la seconde intifada qui débute suite à un faux prétexte en 2000 sur l'esplanade du Temple. Donc c'est toujours une situation où on marche sur des œufs et c'est extrêmement paradoxal à la fois de savoir que le mont du Temple appartient à Israël, mais que ce matin, il a été interdit aux Juifs d'y pénétrer, mais on sait trop que cela pourrait entraîner une catastrophe et on ne peut qu'accepter la décision de la police. Alors par ailleurs, pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, Ariel Danan, malgré le fait que Jérusalem ait été reconnue comme capitale de l'État d'Israël par les États-Unis récemment et par de nombreux pays, il y a toujours cette distinction que la communauté internationale fait entre Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, une zone considérée même comme occupée par l'État juif, finalement, là où se situent pourtant les lieux saints juifs. Aujourd'hui, clairement, pourquoi les Nations Unies, pourquoi les nations du monde, selon vous, ne veulent pas inclure cette partie de Jérusalem comme faisant partie d'Israël, alors que les États-Unis l'ont fait de leur côté? Globalement, finalement, ce qui se passe, c'est qu'après la conquête de 1967,
Aucun pays étranger n'a accepté finalement cette conquête par Israël, et c'est pour cela que toutes les ambassades étrangères étaient à Tel Aviv et non pas à Jérusalem, bien que toutes les institutions de l'État hébreu soient à Jérusalem. Alors c'est un processus qui est en train d'évoluer. Le meilleur exemple, c'est évidemment que l'ambassade des États-Unis s'est installée récemment à Jérusalem, et d'autres ambassades l'ont été et vont continuer à l'être. Je pense que c'est un processus extrêmement long, mais ça montre également l'incapacité de la plupart des États à reconnaître qu'Israël a des droits historiques, religieux, maintenant étatiques, sur sa capitale, Jérusalem, qui compose un ensemble. Il n'y a pas deux Jérusalem, il y a une seule Jérusalem, et je ne peux m'empêcher de dire que c'est maintenant qu'Israël possède l'intégralité de Jérusalem, que toutes les religions sont respectées à Jérusalem et peuvent s'exprimer librement, ce qui n'avait jamais été le cas dans l'histoire, qu'on soit au Moyen-Âge, à l'époque ottomane. C'est uniquement depuis que la vieille ville de Jérusalem appartient à l'État d'Israël que toutes les religions peuvent s'y exprimer. Et c'est quand même une chose extrêmement importante. Et puis, il y a en ce moment, par ailleurs, une bataille judiciaire qui oppose arabes et juifs sur la propriété de maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah, Shimon HaTzadik en hébreu, à Jérusalem. C'est aujourd'hui, justement, ou en tout cas très bientôt, que la Cour suprême doit décider d'autoriser une procédure en appel ou d'ordonner l'expulsion de ces familles arabes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contentieux qu'il existe depuis maintenant des décennies? On voit beaucoup de choses dans la presse mondiale ces derniers jours. De quoi s'agit-il? De quand date ce contentieux exactement? Alors, ce contentieux date finalement à la fois de 1948 et de 1967, quand les Israéliens quand les Juifs ont commencé à développer la ville de Jérusalem. Eh bien, ils ont acheté au fur et à mesure des terres, des maisons à des Palestiniens, à des Arabes, pour pouvoir étendre la Jérusalem juive. Et puis en 1948, il en a été de même, et surtout en 1967, lorsque des quartiers comme Shimon HaTzadik, comme on appelle maintenant, ont été conquis, et il y a un phénomène qui est de vouloir racheter des maisons arabes par des juifs pour développer l'influence juive à la fois dans ces quartiers de Jérusalem-Est et dans la vieille ville de Jérusalem. On a eu différentes affaires judiciaires, notamment dans le quartier arabe de Jérusalem. Alors, c'est extrêmement compliqué parce que ce n'est pas qu'une question économique immobilière, c'est également un sujet politique extrêmement complexe, et c'est pour cela qu'on attend l'arrêt de la Cour suprême israélienne pour voir en justice ce que l'on a le droit de faire pour développer finalement les quartiers juifs à Jérusalem. Mais on dit qu'en 1900... Parce que je le rappelle encore une fois aujourd'hui, à Jérusalem, il y a un tiers d'habitants qui sont arabes. Donc c'est aussi une ville multiculturelle. Mais concernant ces maisons, justement, on sait qu'en 1948, en fait, ces habitations appartenaient à des juifs. Elles ont été expropriées par les forces jordaniennes qui occupaient Jérusalem. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est effectivement le cas. Alors, je ne sais pas exactement pour ces maisons précisément, mais il faut bien comprendre qu'en 1948, beaucoup de Juifs ont été obligés de fuir Jérusalem et ont perdu leur maison, qui ont été reconquises finalement en 1967. Et une dernière question, justement, comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que ces Juifs qui habitaient ces quartiers, ces familles, en tout cas ces descendants de familles qui habitaient à Jérusalem, ont un titre de propriété pour prouver que c'est leur maison? Comment ça se passe exactement? Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement, et puis de toute manière, finalement, ce titre de propriété n'a pas d'importance. Ce qui est en jeu, finalement, c'est beaucoup plus important qu'une ou deux maisons et un titre de propriété possédé par l'un ou par l'autre. Il est question véritablement de la souveraineté israélienne sur Jérusalem, qui est remise en cause par certaines franges arabes israéliennes ou palestiniennes, et c'est évidemment un sujet beaucoup plus grave que simplement ces quelques maisons de ce quartier. En tout cas, la Cour suprême va trancher. Merci beaucoup, Ariel Danan, d'avoir été avec nous. Vous êtes docteur en histoire, directeur adjoint de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. À noter qu'on vous retrouve tous les lundis à 9h35 dans la matinale de Léa Moscona sur Radio J, et donc tout à l'heure sur cette antenne. Merci beaucoup, Ariel. À très bientôt sur Radio J.